Bien. Ben écoutez, merci de m'avoir invité. C'est difficile, hein. Deux choses sont difficiles. La première, c'est de passer après Monsieur Dougados. Bon. Je suis désolée, hein, mais je vais avoir du mal. Hein. La deuxième, c'est que c'est très difficile de résister au dynamisme des néphrologues l'an dernier et des rhumatologues. Hein. J'ai dit non plusieurs fois, hein, mais bon. Alors, voilà. Qui a de l'énergie pour passer 1h30 avec moi? Donc, elle m'a demandé, ça va être des cas cliniques, hein, mais moi, je suis milieu de terrain en rhumato, je suis PH, mais c'est vrai que j'ai un domaine d'expertise dans l'os, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'os, c'est essentiel dans nos pratiques quotidiennes, et il y a beaucoup de choses qui se font mal. Alors, avant les 5 cas cliniques dont je vais vous parler, j'aimerais qu'on revienne juste, parce qu'elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes étudiants, sur la base. Parce que les gens, ils oublient ça. Et après, on raconte n'importe quoi. Hein. Bon. La base, c'est déjà le calcium. Je vous rappelle que c'est un métal. C'est un ion alcalino-terreux, c'est un métal. Les plus grands, là, ils ont 1,5 kg. Moi, je dois avoir 1,2 kg de métal dans mon corps, calcique. Et c'est ça, hein, qui donne la dureté et la résistance. Hein. Je vous rappelle, c'est bien le calcium. Donc 99% est dans le squelette qui vous donne la résistance mécanique. Hein. N'oubliez pas. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, c'est ça. C'est que le calcium et la calcémie sont essentiels comme premier messager cellulaire et deuxième messager. Ce qui fait que le corps ne peut pas tolérer des calcémies avec des variations de plus de 5%. C'est pas possible. Donc, moi, quand les patients me disent « Ah, Madame Javier, mon os va bien, mon calcium est normal », ben, je lui dis « D'accord, ça veut dire qu'on peut se débrouiller en vous volant votre squelette. » Il faut bien comprendre ça. Quand le calcium est anormal, c'est que les carottes sont cuites. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. Ce n'est pas le reflet de l'os. Hein. N'oubliez pas ça. Et l'autre chose, c'est que le squelette est le grand réfrigérateur, le grand réservoir, la banque mondiale, si vous voulez, du calcium pour l'organisme. Comme le calcium, toutes les cellules en ont besoin, c'est absolument essentiel. Le jour où vous n'en mangez pas, le corps se serre dans le squelette. Grâce à qui? À notre ami. À notre ami qui est présent à partir du premier poisson primitif et dans tous les animaux de la planète, y compris nous. Voilà. La parathormone ne sert qu'à ça. Absolument qu'à ça. À vous maintenir la calcémie normale. Ce qui fait que si vous ne mangez pas un bon yaourt nature avant de vous coucher, vous allez avoir un pic de parathormone la nuit, quoi. C'est banal. Votre microbiote, il ne sera pas content, mais votre parathormone et votre parathyroïde non plus. N'oubliez pas ça. Avec différents mécanismes, bien sûr, le fait que tout de suite, à la seconde, vous libérez la parathormone qui est prête dans les cellules parathyroïdiennes, qui va faire quoi? Tout de suite fondre l'os qui est dans les ostéons, et vous allez stimuler la synthèse de A25 et vous allez augmenter l'absorption digestive. Ok? L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est comment les choses se passent. Alors je vous présente nos amis. Les parathyroïdes, regardez les femmes surtout, hein, regardez vos mains, regardez le petit ongle, c'est même pas la moitié du petit ongle. C'est plus petit qu'un grain de riz, hein, et c'est situé à l'arrière de la thyroïde, et nourri grâce à la vascularisation de la thyroïde. Donc ça, c'est une vue postérieure. Hein. Alors, pour que vous me croyiez, tout compris, hein, quand tout va bien, c'est 25 mg. Vous avez déjà coupé 25 mg de fromage? Avec ça, vous êtes affamé. Hein. C'est pas possible. Et là, vous avez à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est minuscule.
cellules. Je vous dis ça parce qu'après, j'ai des collègues, moi je vois tous les jours des patients qu'on m'adresse parce qu'ils sont perdus dans la vie. Hein. Et franchement, mais c'est n'importe quoi qui a été fait. À l'écho, vous n'allez rien voir, quoi. C'est plus petit que petit que petit que petit. Donc, voilà. Je vous dis ça pour qu'on se souvienne bien. La deuxième chose que je voudrais vous dire, ça, c'est pour respecter nos amis biologistes. À partir du moment où vous excitez le récepteur, quand le récepteur sensible au calcium sur la cellule parathyroïdienne ne reçoit plus assez de calcium ionisé, du coup, paf, il vous libère les petits vésicules qui ont de la parathormone prête. Il va stimuler dans le noyau de la cellule la fabrication et surtout, il va augmenter la division des cellules. Et vous aurez des cellules qui vont augmenter en nombre. Je vous le dis parce que quand je vois des collègues qui contrôlent la parathormone 15 jours après ou un mois après, non mais ça va pas, non? C'est du gâchis financier. Les cellules vivantes, il leur faut leur vie pour mourir, en gros 3 mois. Donc vous ne contrôlez pas la parathormone avant au moins 3, 4, 5 mois. C'est inutile. L'argent, il ne tombe pas du ciel. D'accord? Et vous faites de la iatrogénie et un effet nocebo avec le patient, en lui disant « Oh là là, moi je suis inquiet, c'est encore augmenté. » Oh ouais, ça va là? On se calme. On se calme. N'oubliez pas ça, hein. Je suis désolée. Bon, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le magnésium. Vous vous rappelez, le reste, on a 1,5 kg. Hein. Le magnésium, on a 25 grammes. C'est tout. Mais c'est vachement important. Le magnésium, il va être essentiel. Alors, il y avait un magnifique article et un chapitre de bouquin sur The Forgotten Iron. Donc, vous voyez, c'est vraiment un ion que tout le monde oublie. Or, il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il est lié directement à 3000 enzymes et qu'il est essentiel pour l'activité fonctionnelle de la parathormone. C'est essentiel. Donc moi, quand je m'intéresse à l'os, surtout quand il y a des maladies osseuses génétiques ou quand il y a une hypopara, etc., je ne peux pas passer outre le fait, même si ça ne vaut pas forcément grand-chose, de doser le magnésium. Hein. Donc n'oubliez pas ça. Hein. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous dire les points cruciaux qu'il faut garder en tête jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Si on a un patient, les patients rhumato ou les patients néphro, le métabolisme phosphocalcique, c'est fondamental et on ne peut pas passer outre de ça. Hein. Alors après, en discutant avec Nagia, je n'ai pas pu lui résister, quand on s'intéresse à l'os, il est essentiel de savoir comment va le métabolisme phosphocalcique, pourquoi, pour repérer s'il y a une maladie sous-jacente et savoir si on a le droit de donner un traitement et si le traitement sera efficace. Vous voyez, c'est obligatoire. Et en France, la moitié des patients rhumato, ils ont des problèmes osseux. C'est inévitable. Donc, vous voyez, on va forcément faire un bilan. Et dans ce bilan, on peut rencontrer, là je ne vous parle même pas de la PTH, on peut rencontrer des hypercalcémies. Chez les femmes ménopausées, vous voyez, c'est quand même non négligeable, c'est beaucoup plus que chez les sujets ambulatoires. Pourquoi ? Parce que, ça c'est le drame d'être une femme. Hein. Parfois, moi, pour mon os, je préférais être un homme. Hein. Après, pour d'autres raisons, je préfère être une femme. Mais bon, notre os, honnêtement, il va moins bien à partir d'un certain moment. Hein. Et du coup, là, la parathyroïde, elle va être fondamentale et on peut trouver différentes anomalies. Mais bien sûr, quand on va trouver une hypercalcémie, ça va être une trentaine de maladies. Et donc la question, c'est comment on avance? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Ok? Ça, c'est pour l'hypercalcémie. Alors, il y en aura avec des hypercalcémies, il y en aura 100, vous allez voir. Hein. Alors, les trucs graves, c'est vraiment quand c'est catastrophique. Hein. Allez, on va commencer la première. Et la première, voilà, c'est une patiente en consulte, hein, elle a peur parce que sa mère, elle s'était cassée. Donc, elle va faire sa densito, elle vous a adressé par le généraliste, et voilà. Elle a un T-score qui est inférieur à moins 2,5.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous en pensez quoi? Forcément, n'oubliez pas, la définition internationale, c'est quoi? Attention, vous êtes obligé légalement, moi j'ai des généralistes qui disent « Ah, Madame Javier, mais les femmes, c'est l'âge, quoi !» Et alors, les hommes, c'est pas l'âge, la prostate? C'est quoi le truc? Non, je vous rappelle, la densitométrie, elle dit juste « Il vous manque des minéraux ». Elle dit pas la raison. Et le point clé, là, que personne ne regarde. Personne ne regarde jamais. Ça naît une ostéoporose post-ménopausique à partir du moment où le bilan étiologique est négatif. Vous êtes obligé de faire un bilan étiologique nickel. Donc voilà, il se trouve que le généraliste, il avait fait un petit bilan. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette PTH? Alors le seul message là-dedans, donc vous dites réactionnel, vitamine D, merci, trop merci. Mais tout le monde ne le fait pas. Interdiction, interdiction. Moi je leur dis, je veux bien une calcémie dans le bilan de base. Hein. Je veux bien. Ok. À la limite, juste pour le dépistage, moins cher que gratuit. Ok. Mais interdiction qu'on me présente le moindre dossier avec une PTH s'il n'y a pas une calcémie du même jour, du même dosage, du même vraiment prélèvement. C'est même pas la peine de regarder. C'est tout de suite classement vertical vers la poubelle. C'est interdit. Alors il faut aller plus loin. On verra après. On est obligé d'avoir, moi honnêtement, n'importe quelle patiente qui a une densité basse, c'est calcémie, phosphatémie, albumine, créate, PTH et laquelle? Parce que attends, j'ai encore l'autre jour quelqu'un qui m'a adressé une 1,25. Non, mais ça va pas. Et 25 la forme de réserve. Pourquoi? Alors vous vous rappelez quand même, le corps, quand il va bien, il doit être adapté. La seule fonction de la parathormone, de la parathyroïde, c'est de vous équilibrer la calcémie. À partir du moment où la PTH est augmentée, il y a 3 possibilités en gros. Soit la calcémie est augmentée, soit elle est normale, soit elle est basse. Et vous voyez, la seule chose qui est adaptée là-dedans, qui correspond à la physiologie, c'est quand la calcémie est basse. Ou normale, très basse, vous voyez. Voilà, c'est la seule chose qui est normale. Tout le reste vous dit, il faut aller plus loin. En tout cas, la seule chose qui compte, c'est ça, et c'est ce que je dis à tous mes internes. Mais n'empêche que tous les jours, c'est différent. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent avec des bilans mal faits. Et je ne vous dis même pas les examens après. Bon, je vous montre la définition internationale. La définition internationale de l'hyperpara primitive, c'est ça. C'est ça. Non seulement il faut le même bilan, mais répété au moins 2 fois. Et regardez bien, la suite. C'est en l'absence, de la carence en vitamine D, la 25, un traitement par bisphosphonate, je vous rappelle qui vous fait augmenter automatiquement de au moins 10 à 20 picogrammes par ml la PTH. Le traitement par diurétique thiazidique et un traitement par lithium. Ça, c'est la définition internationale. Tout le monde l'oublie. Et comment vous allez faire pour traiter tant que vous n'avez pas eu le bilan préalable? Après, vous ne pourrez jamais gérer une PTH augmentée avec un traitement anti-résorbeur. Ce sera impossible, vous n'en sortirez pas. Alors, voilà. Donc voilà sa 25OH. Alors, votre diagnostic, c'est quoi? Qui c'est qui avait répondu impeccable avant? Tout le monde, C'est forcément, au minimum, une carentielle, une secondaire. Au minimum. Et pour ça, il me fallait la calcémie, pour savoir. Mais je vous rappelle, quand vous avez eu une hyperpara secondaire pendant longtemps, c'est de l'engrais pour stimuler un clone indépendant de primitive. C'est comme ça. Donc il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper si on veut vivre 35 ans après l'arrivée de la ménopause.
avec le plus gentil os qui vous aime le mieux. Hein. Alors, je vous rappelle encore, non mais c'est très important, hein, parce que après quand on voit des gens qui prescrivent des échographies et tout ça, on se dit non, ça va pas. Hein. Regardez comme c'est tout rikiki, hein, et c'est pas devant. Vous imaginez l'échographiste avec ça? C'est impossible, hein. Impossible. Donc, regardez bien statistiquement dans le monde entier les causes d'élévation de la PTH. Dans 98% des cas, ce n'est que de l'insuffisance en vitamine D. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis, quand vous le laissez traîner longtemps, vous allez fabriquer une hyperparaprimitive. Et comme les femmes, avec la disparition des œstrogènes, vous pissez votre calcium, eh bien, vous faites de l'insuffisance en calcium et vous favorisez l'hyperparaprimitive chez la femme après la ménopause. Ce qui vous donne les chiffres que je vais vous montrer après, qui font que automatiquement, il est interdit de traiter quiconque sans faire un bilan impeccable avant, qui coûte en France 180 €, quoi. Oh, ça va, c'est pas... Il y a pire, hein, pour que le traitement, il parte pas à la poubelle, hein, et qu'il soit efficace. Efficace. Et alors après, vous avez tout le reste. Regardez, l'insuffisance rénale, bien sûr l'hyperparaprimitive, un intestin incompétent, différents médicaments. Pourquoi les anticonvulsivants? Parce qu'ils stimulent le cytochrome P450 qui vous détruit la 25-OH vitamine D beaucoup plus rapidement. Donc vous allez vous retrouver en carence. C'est pas compliqué. Hein. Et puis plein d'autres médicaments ou des maladies. Et alors ça vaut la peine. Hein. Moi, aucun patient ne résiste à mon interrogatoire alimentaire. Et qu'est-ce que vous avez mangé hier? Le matin, le midi et le soir, et combien de sel vous mettez? Est-ce que vous mettez du Maggi? Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que c'est vous qui cuisinez? Est-ce que c'est votre mari? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Ça va être essentiel. Et moi, il y a des gens qui me disent, ouais, moi je mange beaucoup de produits calciques. Ok, d'accord. Hein. Si c'est du chou, il vous faut 2,5 kg de chou, hein, quand même, hein, pour arriver à avoir 700 mg de calcium. Hein. Donc il faut y aller quand même. Hein. Bien. Donc bien sûr, l'hyperparaprimitive, indiscutablement, c'est l'endocrinopathie la plus fréquente chez l'adulte après l'atteinte thyroïdienne. Ok? Et maintenant, vous comprenez bien ce que je vous dis sur les femmes à partir d'un certain âge. Comme, je vous rappelle qu'avec l'âge, la peau perd sa capacité à fabriquer votre vitamine D naturelle. À 65 ans, vous n'avez plus que 25% de fabrication, quand il y a du soleil et que vous l'exposez, hein, de fabrication de votre vitamine D naturelle animale, hein, l'être primitif en vous. Hein. Ok? Et donc du coup, on va se retrouver avec des problèmes. Alors voilà, chez elle, je vous ai toujours pas mis la calcémie, hein, si elle est là, elle est normale. Est-ce que vous avez le droit de commencer un traitement anti-ostéoporotique? Là, chez elle. D'abord l'alimentation, la normalisation de la 25-OH, on pourra éventuellement discuter après ou à la pause comment on donne, hein, et après seulement, quand la PTH s'est normalisée, à moins qu'elle ait fait une fracture fraîche, une fracture vertébrale, qui est une urgence thérapeutique. Mais dans le cas contraire, et elle n'a pas cassé encore, donnez-vous les moyens de pouvoir avoir le meilleur bilan avant de commencer, et qui est la meilleure efficacité. Et je vous rappelle, si vous êtes carencé en vitamine D, le traitement par antirésorbeur ne fonctionnera pas. Hein. En densitométrie, il ne fonctionnera pas. Hein. Donc ça n'ira pas. Ok. Bien, allez, on en fait une autre. Là, c'est plus cool, hein. Voyez? La calcémie, elle est à 2,43. La PTH intacte, elle est à 77 picogrammes par ml. Ça fait déjà 4 ans qu'elle est traitée par bisphosphonate pour une ostéoporose non fracturaire, et vous voyez quand même avec un T-score qui est très bas. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous faites de cette parathormone et de cette calcémie? Oui. Donc dosage de la vitamine D, parce que... Mais la première chose qu'il faut bien voir, elle est comment cette calcémie et cette PTH? Le dialogue entre les deux, c'est comment? C'est adapté ou c'est inadapté? Qui c'est qui vote adapté? Ah,
Ah, c'est super, quasiment tout le monde va voter, et merci. Et ben voilà. Mais ce qui est sûr, regardez, c'est inadapté, ça c'est sûr. La calcémie, pour une PTH qui est au-dessus de la norme, la calcémie doit être normale basse. Elle était à 2,43, elle est dans la médiane. C'est inadapté. Donc, il n'est pas exclu qu'elle ait une hyperparaprimitive, mais elle est sous bisphosphonate. Et vu l'âge et l'incompétence de sa peau, eh ben, elle a probablement une hyperparasecondaire qui est de l'engrais pour cette primitive peut-être sous-jacente. Et je vous rappelle le rôle des bisphosphonates. C'est vraiment très important, sinon après on fait n'importe quoi. Donc, si jamais on s'en sort pas, mais c'est rare, moi honnêtement chez elle, qu'est-ce que je ferais? Comme disait justement votre collègue, je dose la vitamine D et je normalise sa vitamine D et 3 à 4 mois plus tard, si j'ai mis la bonne quantité, moi je calcule, si elle est à 12, on discutera après éventuellement dans vos questions comment on fait. Mais je me fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit entre 35 et 45, je vous rappelle, si le labo vous dit 30, la variation intra-analytique, qui dit ce que le labo est capable de dire, c'est plus ou moins 10. Ok? Donc si c'est 30, c'est 20 ou c'est 40. Personne ne peut savoir. Honnêtement, pour que l'os soit heureux, il faut qu'on soit sûr d'être au-dessus de 30, donc au-dessus de 40. L'autre truc aussi, n'oubliez pas, tant que vous n'avez pas éliminé l'hyperparaprimitive, il est interdit de donner autre chose que des... Merci, gouttes. Merci, c'est trop gentil. Des gouttes. Interdiction de donner des ampoules si vous avez une lithiase rénale, vous avez une granulomatose, quelle que soit l'origine, ou si vous avez une hyperparaprimitive. C'est interdit. Vous devez donner des gouttes et rien d'autre. Et si ça ne va pas, si on ne s'en sort pas et qu'on n'arrive pas et que la patiente s'inquiète, et moi je ne le fais pas tant qu'ils ne sont pas très fragiles, que je ne sais pas quoi faire, si la calcémie est encore normale, eh ben on peut faire un test de charge calcique. Qui en fait des tests de charge calcique? C'est souvent ou les rhumatos, ou les internistes, ou les endocrinologues. Ils ont raison. Mais il faut bien le réserver aux formes où vous ne vous en sortez pas. Et retenez quelques petits trucs. Il faut, bien sûr, que vous puissiez faire de la calcémie ionisée. Avec moins de 15 minutes entre le prélèvement et le moment où le tube arrive chez le biologiste. 15 minutes, Si c'est le labo, là, je sais pas où, non, Hors de question, Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que la calcémie ionisée, pour que vous puissiez l'interpréter et regarder la PTH, dépasse les 1,42 millimoles. Si ce n'est pas au-delà des 1,42 millimoles, vous ne pourrez rien dire. Rien. Et quand ça dépasse les 1,42 millimoles, là, vous avez le droit de regarder deux choses. Et comment baisse la PTH et comment monte la calciurie. Ok? Avant, non, parce qu'il faut qu'il y ait une charge. Je vous rappelle, et c'est juste avec du calcium oral, qui donne ici des sachets ou des comprimés de 1 gramme de calcium? Dans la vie. Chez personne. Moi, ça fait 20 ans que je ne donne pas des 1 gramme de calcium. Ça vous fait monter la calcémie ionisée. Vous fragilisez les cellules endothéliales. C'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Faut jamais en donner. Bon, pour le test de charge, c'est autre chose. C'est momentané. Ok? Et en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est ça. Il faut que la calcémie ionisée augmente au-delà de 1,42 millimoles. Et vous regardez la PTH, et la PTH doit baisser de plus de 50%. Et voilà. Et c'est fait. Alors, on pourra en discuter plus tard,
Voilà comment on fait. Et quand on s'en sort pas, on va faire en IV. Mais c'est rare. Donc moi, le but, c'est juste que vous reteniez que ça ne sert que quand vous avez normalisé la 25OH depuis assez longtemps. Hein. Interdiction de faire ce truc qui coûte des sous et qui est ininterprétable tant que vous n'avez pas une 25OH normale depuis assez longtemps. Hein. Bien, on va passer là-dessus, on avait dit. Alors, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais nous, la calcémie ionisée est retirée de la nomenclature pour l'ambulatoire. Alors, on peut le faire à l'hôpital. Moi, c'est indispensable. Et par exemple, voyez, nous, moi, je m'occupe de l'hôpital de jour, je suis milieu de terrain, j'ai plein de biothérapie, mais j'ai tous les patients à pathologie osseuse, puisque je m'occupe de 3 centres de compétences de maladies osseuses. Des tests de charge calcique, je dois en faire 1 fois par mois. Et que dans des gens que j'ai bien suivis où je m'en sors pas. Vous voyez? Et là, la calcémie ionisée, ça vaut la peine. Et ma infirmière, elle court avec le tube pour aller le faire, le ramener au labo et que ce soit interprétable. Ok? Donc, je ne sais pas chez vous comment c'est. Est-ce que c'est retiré de la nomenclature ou pas? Est-ce que c'est aux patients de payer? Donc vous voyez bien à quoi il faut le réserver. Hein. Si vous avez bien réfléchi avant, que maintenant vous comprenez votre parathyroïde, ben c'est cool, il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez vu que la calcémie c'est du vrai, qu'il n'y a pas de lithium et tout ça, pas de diurétique thiazidique, alors là il faut explorer. Hein. Pourquoi il faut explorer? Parce que ça peut être grave. Alors, je quitte les métastases et tout ça parce que c'est pas le sujet et on voulait se centrer sur les hyperparaprimitives. Hein. Une hyperparaprimitive, c'est dangereux hein, quand même. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais au niveau cognitif, hein, il y a des vraies conséquences cognitives. Hein. Il y a une augmentation de la mortalité, on va voir. Alors là, c'était juste pour que ça reste dans votre esprit, une image vaut 10 000 mots. Hein. Mais après, il y a des tas de choses qui arrivent avec l'hyperparaprimitive, des tas de choses. Et la dégénérescence des fibres de type 2 musculaires aussi. Hein. Donc c'est très important de s'en souvenir. Alors, cette étude, elle date de 2010. C'est la première qui a bien démontré sur des études bien faites avec 1683 hyperparathyroïdies primitives que ça augmentait la mortalité. Pour toute origine confondue, et plus particulièrement pour l'origine cardiovasculaire. Alors moi, j'aime beaucoup ça. Pourquoi? Parce que ça va vous expliquer maintenant les recommandations de 2014 sur qu'est-ce qu'on fait au niveau international avec les hyperparaprimitives. Et regardez le point clé là. Alors là, on retrouve les rhumatologues, hein. C'est nous qui diagnostiquons le plus d'hyperparaprimitives. Si on fait bien notre job et qu'on rend service aux patients, c'est nous. Mais, il y a un point, et tout le monde ne le fait pas. C'est quoi? C'est qu'il faut toujours poser la question des lithiases rénales, et que même quand vous posez la question et que les gens vous disent non, eh ben, vous pouvez en trouver chez un grand nombre de patients. Dans la littérature, dans les études prospectives, ça va varier en fonction des est-ce que c'est symptomatique ou asymptomatique, mais vous êtes obligé de faire au minimum une échographie rénale chez tous les patients chez qui vous suspectez une hyperparaprimitive. C'est légal, c'est obligatoire. Hein. L'autre chose aussi, donc ça je vous ai dit la mortalité, le risque cardiovasculaire aussi. Alors ça c'est un très beau travail hein, qui était présenté à la SBMR. Alors pourquoi? Je vous ai déjà dit ça avant. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que même quand ce sont des gens asymptomatiques, regardez, ils ont des fractures vertébrales dans 35% des cas et ils ont des lithiases rénales dans 35% des cas. Et pourtant, c'était des gens qui se plaignaient de rien. On a fait un bilan et on a découvert une hyperparaprimitive. Et vous voyez, ça peut être nos patients. Donc il faut faire les choses au bout. C'est le seul but de cette diapo ici. Hein. Alors là, elle a 33 ans. Alors sa bouche, elle est revenue. Hein. Vous voyez, il n'y avait plus rien autour de sa bouche et tout.
voyez, là, il lui manque le pubis, bien sûr. Là, elle est déjà, il y a du scalloping un peu partout. Elle, forcément, elle était chirurgicale, avec d'énormes tumeurs brunes partout, partout, partout. Donc ça paraît simple. Là, l'hyperparaprimitive qui a ces complications-là, donc, on va voir dans les recommandations internationales, quand il y a des lithiases rénales, a priori, il faut opérer. Quand il y a des formes osseuses graves, sans autre raison, alors ça, on sait qu'il n'y a pas d'autre raison, mais pour les fractures sans autre raison, il faut opérer. Les atteintes neuromusculaires, il faut opérer. Alors, du coup, on peut se dire, mais qui on opère? Qui on opère? Ben, les gens chez qui on a fait un diagnostic. Et tout le drame, il est là. C'est que le diagnostic, il est biologique. Biologique, hein. Il n'est pas du tout iconographique. Jamais. Il est biologique. Alors regardez. Et ça, c'est nous. Nous, certains généralistes, quand ils vérifient, voilà. Et c'est des gens qui vont être souvent asymptomatiques. Et vous voyez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est nous, les rhumatologues, qui sommes au milieu de tout ça. Et on va rendre service aux patients. Alors, j'étais au congrès américain de pathologie osseuse la semaine dernière, hein, et Bill Ezikian, qui est le pape de l'hyperparaprimitive dans le monde, est bien revenu sur les guidelines qui n'ont pas changé depuis 2014. C'est exactement les mêmes. Là, c'est pour les asymptomatiques. Ok ? Qui peut me dire, tout de suite là, qui est-ce qu'on opère? Chez qui on se dit qu'on opère? Alors, je vous laisse le micro. Je n'ai pas entendu. Quand est-ce qu'on opère? Quels sont les patients avec hyperparaprimitive qu'on opère? Il y a 4 éléments pour lesquels on opère. Donc, on a vu les symptômes osseux avec les tumeurs brunes, les fractures qui ne sont pas expliquées par autre chose, avec des ostéoporoses densitométriques graves non expliquées par autre chose. Et au niveau biologique, quel est le seuil? Qui peut me dire le seuil biologique à partir duquel on se dit, bon allez, on va peut-être opérer. En tout cas, on se laisse les conditions pour opérer dans les 6 mois, 1 an qui suivent. Quel est le seuil de la calcémie? Ça, vous devriez tous le savoir. J'entends pas là. Ici, vous faites quoi? En millimol, en quoi vous faites? Et à nous, on fait en millimol. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est facile. Vous multipliez par 2,5 et vous avez ce qu'il faut. En tout cas, c'est en millimol quand on dépasse les 2,85 millimol. Donc vous divisez par 25 et vous arrivez, 285 divisé par 25, ça vous fait 103 mg, d'accord? Quand vous dépassez les 103 mg par litre, ou 104 ou 105, dans ces eaux-là, vous vous dites, cette personne, faudra peut-être se poser la question d'opérer. Mais la question, c'est quand et comment? Quand et comment? Il faut que ce soit dans les meilleures conditions techniques. Et chez le meilleur chirurgien aussi. Ça, c'est un truc, hein. Il y a eu un magnifique travail norvégien qui a été présenté à la SBMR dimanche, et où sur 16 000 patients quand même, hein, ça, on rigole plus. Hein. Et en pratique, il faut que le chirurgien en opère plus de 50 par an. 50 par an, hein, pour que ce soit nickel. Hein. Ok? Donc, regardez. Regardez ici. Alors c'est écrit tout petit, et c'est pas grave. Moi, si vous voulez, Nagia m'écrit, je lui envoie les recos. D'accord? De même qu'il faut que je vous envoie l'article de Souberbiel et du Griot dont je fais partie, où on vous dit quoi faire avec la vitamine D. Ok?
Mais vous voyez bien, ça a été discuté en 2013, publié en 2014. Vous voyez, c'est quand vous dépassez les 2,85, quand vous avez une densité basse, mais vraiment, vous devez vérifier s'il y a des fractures vertébrales. C'est plus chez l'insuffisant rénal, c'est plus quand il y a une hypercalciurie et ou des lithiases qui ne cessent d'augmenter, d'accord, ou qu'il y a une néphrocalcinose. Et regardez le point important dont personne ne m'a parlé. Personne ici m'a dit ça. Toute personne de moins de 50 ans, alors là, il faut y aller, faut mettre le turboréacteur. Il faut s'en occuper. Et on va voir comment on va s'en occuper. Je vais vous montrer un petit jeune homme là. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça vous donne une ligne d'attaque. Donc si on prend autrement, voilà, là, je vous ai dit, les indications chirurgicales, je vous les ai mis en grand pour que vous les voyez bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent aussi? Eh bien, ce que vous m'avez tous dit brillamment. Quoi? C'est la loi de vérifier la 25OH. Alors, qui me dire pourquoi il faut vérifier la 25OH? Je vous attends. Non, mais pourquoi là, on est sûr qu'on est dans l'hyperparaprimitive, ok? On ne discute plus. Pourquoi vous avez vraiment besoin de savoir comment est la 25OH? Ah ouais, super. Donc elle dit, parce que la carence en vitamine D peut augmenter la PTH. Et alors, il y a un truc qui est très important, c'est que comme la carence, c'est de l'engrais, du coup, vous pouvez stabiliser quelqu'un pendant un certain temps en freinant la parathyroïde, en lui donnant de la vitamine D. Et le point clé aussi, c'est que c'est indispensable avant d'intervenir. Parce que si vous ne le normalisez pas pendant assez longtemps, si vous pouvez vous le permettre, parce que si c'est un truc catastrophique avec une calcémie de la planète, alors là vous êtes foutu, là il faut y aller. Mais sinon, en post-opératoire, ce sera après le 5e jour la catastrophe. Et le chirurgien, il fait partir le patient au 3e jour. Donc la catastrophe, elle est pour le généraliste ou pour vous si le patient vous rappelle. Avec des hypocalcémies profondes sur syndrome de l'os à vide, catastrophique. Donc ce qu'il faut absolument, c'est la vérifier pour voir comment on peut préparer le patient à être opéré un jour dans sa vie. Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? On verra bien. Mais que comme ça, si on l'opère, c'est dans les meilleures conditions techniques. Pour que la vie après soit douce. Parce qu'après, je vais vous montrer une patiente où la vie, elle n'est pas douce. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Et qu'est-ce qu'il rappelle ici? Eh bien, qu'il faut bien vérifier les fractures vertébrales et que tout ce que je vous ai dit, qu'il faut aller vraiment repérer le rein morphologique. Et ce qui est aléatoire, vous faites, ça dépend de votre stress, et de combien d'argent a le patient, et de comment c'est remboursé, enfin, je sais pas. Eh ben, vous pouvez faire en recherche de la HRPQ-CT. Bon, moi, j'en fais pas. Le TBS, à vous de voir. Les marqueurs du remodelage. Pour moi, ils seront pas très fiables si vous êtes très carencé. Il faudra attendre et après et voir comment, en normalisant la vitamine D assez longtemps, vous allez pouvoir l'interpréter comme niveau de base pour le suivi. Et après, aller beaucoup plus loin. Et les tests génétiques, on va voir. Mais ça, c'est aléatoire. La base de la base, c'est ce qu'on a vu avant. Ça vous va, ça? Ça correspond à vos pratiques. C'est la vie, quoi. C'est nos patients. Et après, alors, je vous dis ça, mais ça me fait mourir de rire. La semaine dernière, j'ai vu un monsieur de 72 ans qui m'a été adressé par un collègue avec, alors lui, c'est un gros fumeur, 90 paquets années, avec une BPCO de la mort, et il découvre qu'il a un tableau biologique d'hyperparaprimitive, avec 2,70 millimoles, une 25OH vitamine D, vous voulez que je vous dise à combien? Alors, la PTH à 92, et la 25OH à 11.
à 11 le chouchou. Hein. Donc, pas d'hypercalciurie. Donc moi, et pourquoi mon collègue me l'a adressé? Parce qu'il lui a fait écho, IRM, scanner, senti. Vous vous rendez compte les sous qu'il a dépensé de la sécu? Moi, avec ça, je me serais acheté un beau sac, je sais pas quelle marque, là, Vuitton. Au-dessus, même au-dessus. Vous vous rendez compte tout l'argent dépensé? C'est ridicule. C'est ridicule. Cet homme, la biologie, il a jamais cassé. La biologie n'était pas opératoire. Il n'avait aucune raison de faire les examens. Et vous vous rappelez combien ça pèse? 25 mg. En écho, on ne peut rien repérer. Les examens iconographiques, c'est seulement si le chirurgien les désire. Parce que les bons chirurgiens, ils ouvrent, ils clampent momentanément les artères qui mènent à la thyroïde pour que ça ne saigne pas. Ils tournent un peu et avec ces petits doigts qui ont l'habitude, qui sont sensibles, des mains d'hommes ou de femmes, hein, qui sont sensibles comme ça, la pulpe, ils regardent si ça résiste et ils palpent les 4. Et ça, c'est un bon chirurgien. Voyez? Donc n'oubliez pas, c'est tout rikiki. Ce soir, vous palperez des grains de riz. Hein. Alors le riz, il est dur. Hein. Alors vous faites du riz bouilli, là, et vous verrez comment... faut être doué quand même. Hein. C'est pour ça qu'il en faut plus de 50 par an qui soient opérés. Hein. Alors, vous voyez, ça ne sert qu'à ça. Le fait qu'on trouve rien en imagerie, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne doit pas opérer. Hein. Pas du tout. Hein. Absolument pas du tout. Donc, je vous rappelle combien ça pèse, je vous rappelle où c'est situé. Et sinon, vous pouvez aller plus loin. Et ça, c'est une de nos patientes, d'ailleurs insuffisante rénale, hein, charmante. Et sinon, quand on ne s'en sort pas, actuellement, il y a des publications sur une nouvelle scintille, tepcoline, qui est assez intéressante et surtout pour les formes un peu ectopiques. Parce qu'après, s'il faut, avec un robot, aller en intrathoracique pour aller chercher, honnêtement, d'abord, c'est cher. Il y a toujours des risques dans tout, hein, y compris dans la chire de base. Hein. Dans la chire de base, il y a des risques. Hein. Alors, on va trouver quoi? Regardez. Regardez quand on est hypercalcémique, à combien de milligrammes on est? 350 milligrammes. J'aurais dû demander à Nadia qu'elle me ramène un morceau de fromage pesé à 350 milligrammes. Voyez un peu? Ça, c'est le poids moyen chirurgical dans le monde entier. Quand c'est les normocalcémiques, la moyenne, elle est entre 55 et 60 milligrammes. Vous voyez un peu? Donc, pour se dire « j'y vais », c'est que vous avez un tableau clinique qui s'aggrave, c'est-à-dire une ostéoporose qui est en train de s'aggraver, ou avec les thérapeutiques et en ayant tout bien serré avec la vitamine D et tout, vous vous en sortez pas. Alors, ça vaut la peine. Mais vous voyez, il va vous falloir 2-3 ans pour vous dire « j'y vais ». D'accord? Dans les normocalcémiques. Hein. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, il y a des risques. Il y a des risques. On a à peu près 5% des interventions qui vont avoir des problèmes très sérieux, définitifs, de la parole avec les cordes vocales ou une hypopara catastrophique ou des hémorragies importantes ou alors on se trompe d'endroit. Moi j'ai une patiente, là en plus c'est une collègue médecin du travail, le chirurgien, il s'est trompé de parathyroïde. Il a enlevé au mauvais endroit. C'était la supérieure droite, il a enlevé l'inférieure droite. Ça n'a rien résolu, hein. Et il vous manque un truc. Et je vous rappelle, hein, pour votre vie quotidienne, vu que c'est la parathyroïde qui crée l'équilibre de votre calcémie essentielle dans vos communications cellulaires, le jour où c'est pas réglé, et la fatigue, et les troubles cognitifs, et la faiblesse musculaire, qui c'est qui va vous aider à vivre mieux avec? Ça ne marchera pas. Donc, regardez bien comment on doit faire juste. Normalement, c'est ça. Alors moi, j'ai des chires, 5 cm, je l'ai pas. Au bout d'une année,
Franchement, c'est très joli. Il s'arrange pour le mettre dans le petit creux, là. Vous voyez, juste ici, là. Et du coup, on ne le voit plus après. Bon, à moins qu'on ait des kéloïdes, hein. Bon, ça, c'est la vie, hein. Mais vous voyez, ça peut être pas mal. Et ce qui est sûr, dont il faut bien se souvenir, parce que j'ai des patients, la dame, là où il s'est planté, là, ma collègue, médecin du travail, elle lui a dit, moi, je veux rester jolie. Ok. Donc, il lui a fait quoi, à votre avis, entre les deux techniques? Qui c'est qui vote pour la première? Qui c'est qui vote pour la deuxième? Eh bien, il a opéré avec la deuxième. Eh bien, il s'est planté, hein. Qui c'est qui se fait un canal carpien avec la deuxième, hein? Non, moi je préfère la... Enfin, faut voir, hein. Faut se méfier, on peut pas tout voir, hein, quand même. C'est difficile. Donc voilà. Ce qui est sûr, dont il faut bien se souvenir, ça c'est important. Quand on voit rien, qu'on suspecte que c'est un micro-adénome, il ne faut pas céder aux patients. Bien sûr, il faut avoir un chirurgien ou une chirurgienne merveilleux. Franchement, il faut qu'il soit Dieu le Père, hein. Moi, je veux qu'un très bon chirurgien, Dieu le Père, pour n'importe où on peut m'opérer, hein. Et il faut qu'il utilise l'exploration bilatérale avec le petit palpé que je vous ai montré. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon c'est pas la peine, hein. Faut pas y aller, parce qu'après on aura des dangers. Et vous voyez, quand c'est des bonnes conditions, la morbidité, elle est de 3%. Avant, je vous ai parlé de la vitamine D. Eh bien, ça c'est une très belle étude, il y en a eu d'autres, hein, j'en montre juste une. Il faut tout faire pour que la vitamine D, depuis au moins 3 mois, ou au moins, hein, soit trop jolie, belle. Hein. Franchement, il vaut mieux qu'elle soit... Dans la littérature internationale, on vous dit autour de 20. Mais donc, je vous rappelle, hein, 20 c'est 10 ou 30, donc il vaut mieux qu'elle soit à 30. Hein. Toujours avec des gouttes, hein, rien d'autre que des gouttes, depuis au moins 3 à 4 mois. Et qu'est-ce qui se passe? Les suites de la chirurgie se passent mieux. Et la PTH baisse avant la chirurgie et va encore mieux baisser après, et avec une qualité de vie aussi qui est meilleure. Alors là, vous avez l'évolution de la 25OH, là c'est au moment de l'intervention, et comment la PTH baisse, et je sais pas si, oui, et comment les CTX baissent aussi, avec une différence qui est significative. Par rapport au placebo, l'os sera plus heureux en post-chirurgie si avant la terre osseuse et glandulaire, vous l'avez bichonnée. Qui a un jardin ici? Vous bichonnez votre jardin. Eh bien c'est pareil, le jardin des patients, il faut le bichonner. Non mais pensez-y, hein, l'engrais de la vie, il est là, hein, mais dans les bonnes conditions, hein, vous êtes d'accord. Et vous les interrogez sur ce qu'ils mangent. Parce que n'oubliez pas, la cellule parathyroïdienne, elle est excitée par 2 choses. 1, la calcémie, la 25OH en direct, le récepteur, hein, il est sensible à la 25OH. Hein, et la parathyroïde, elle-même, la cellule parathyroïdienne, fait sa propre 1-alpha-hydroxylase, hein, pour sa fonction cellulaire. Hein. Bien, mais si le patient ne mange pas assez de calcium alimentaire, sa PTH va flamber. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'ils aient au moins 800 mg par jour de calcium alimentaire. Et jamais de calcium supplément. Absolument jamais. Donc moi, je suis une fan des yaourts ou du kéfir. Ils font ce qu'ils veulent, les patients. Moi, je leur demande qu'est-ce que vous aimez, parce que parfois ils me disent ouais, mais ça j'aime pas. Alors je leur dis mais qu'est-ce que vous aimez? Et on monte ce qu'ils aiment. Et si ça va pas, je leur donne. Alors je ne sais pas s'il y a de l'épar ici ou pas. De l'eau riche en calcium et riche en magnésium. Je leur demande, donc en France, de prendre pas la bouteille, hein, mais un grand verre, ce qui correspond à peu près à un peu moins d'une demi-bouteille, tous les jours. Comme ça, il y a les aliments, il y a ce que va donner le verre d'eau magnésienne et riche en calcium, sans forcer, pour qu'on arrive à ce qu'il faut. Et vous bichonnez la suite opératoire. Ok? Ça vous va comme ça?
Bien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'os, hein. Franchement. Bon, la qualité de vie des patients m'intéresse beaucoup, hein. Enfin, tout m'intéresse, hein. Donc, c'est très important pour l'os. L'os, il va mettre entre 18 mois à 2 ans à récupérer. Et moi, les hyperparaprimitifs, si je peux ne pas leur donner de bisphosphonate avant, ou un autre antirésorbeur, je leur donnerai en ayant bichonné, comme je vous dis, dans les 1 an et demi après la chirurgie. Pour que la récupération soit maximale, avant, naturelle, et après, vous pouvez donner un antirésorbeur si c'est absolument nécessaire, parce que les chiffres sont catastrophiques ou pour d'autres raisons. D'accord ? Bien. Donc, vous voyez, on l'a opérée. Ok, finalement, elle avait une hyperpara primitive, indiscutable, elle avait besoin d'être opérée, elle avait des chiffres catastrophiques, ok. Et maintenant, la question, c'est et après ? Et après ? Après, qu'est-ce qu'ils deviennent, les gens ? Parce que moi, j'en vois des tonnes, hein. Alors, voilà. Ça c'est... Bon, vous connaissez tous Jean Sibilia. Qui dans la planète connaît pas Jean Sibilia ? C'est mon collègue et mon copain, puisque je l'ai connu, j'étais jeune interne, il était vieil interne. Il m'a plu intellectuellement, hein, et amicalement, donc je suis restée avec lui. Et voilà. Et là, c'est une patiente qui suit pour une maladie auto-immune. Et la première fois que je l'ai vu, c'est fin de l'année dernière. Parce qu'il s'en sortait pas. Il s'en sortait pas. Il m'a dit, ouais, écoute, elle se plaint de tout, tu veux pas la voir ? J'ai dit, ben ouais, d'accord. Alors, je vais vous dire. Donc, elle, cette femme-là, ah zut, j'ai pas mis l'âge. Elle a 62 ans, je sais plus quel âge elle a. Non, bref, je vous l'ai pas mis. Je suis désolée, j'ai dû l'enlever, j'ai pas fait exprès. Bref. Elle, 62 ou 63 ans, je sais plus. En 84, elle avait une thyroïdectomie partielle, pour une raison qu'elle n'a pas su me dire, et impossible de trouver le document. Et en tout cas, pour un goitre, en 99, une thyroïdectomie totale. Et quand, fin 2018, et donc après j'ai eu le premier bilan, Jean me l'a adressé, il me l'a adressé pourquoi ? Parce que sa vie était insupportable. Elle fourmillait de partout, elle était angoissée, déjà rien qu'à la consulte, mais à un moment je lui ai dit, mais écoutez, moi je peux pas survivre avec vous, hein. T'es tellement stressée, hein. Je dis, mais vous pouvez pas me faire ça, au niveau du thermomètre de l'énergie, c'est foutu, hein. On peut pas y arriver. Donc, on calme un peu, on pose les mains et on discute. Donc, cette femme, depuis longtemps, elle prenait du 1-alpha, 1-gamma, 2 par jour, et jusqu'à 8 comprimés de calcium par jour, et elle avait été opérée en 2016 et en août 2018 pour déjà 2 lithiases rénales. Et elle dit, oui, dans les suites de mon opération de la thyroïde, j'ai toujours été fragile, j'ai toujours eu des crampes, des fourmillements et tout, mais depuis 2016, c'était catastrophique. Elle a eu une ménopause très tardive, hein, et c'était catastrophique. Et donc, quand Jean me l'adresse, alors regardez sa densito. Là, la question, c'est pas la densito, la question, c'est sa qualité de vie, quoi. Et regardez aussi. Donc là, elle a une calcémie à 2,68, une calciurie, vous voyez comme elle est, hein, et une PTH. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Là, j'ai vraiment besoin de votre avis. Donc, l'hypopara, c'est sûr, hein, c'est une grosse hypopara. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans les suites post-opératoires, une fois qu'on a diagnostiqué une hypopara, c'est plus la peine de contrôler la parathormone. Là, la chance, c'est que c'est indosable, mais c'est quand même dommage qu'on dépense l'argent de la Sécu pour ça, hein. Ok ? L'autre chose, c'est qu'elle a une hypercalcémie. Mais pourquoi ? Mais c'est iatrogène. C'est iatrogène, il n'y a aucune raison de traiter comme ça. Avec un interrogatoire alimentaire qui montre qu'elle mange aucun laitage. Et il y a un autre truc aussi. Qu'est-ce qui nous manque là, chez cette femme ? Qu'est-ce qui n'a pas été dosé ? L'albumine, ok, mais qui était normale, et la vitamine D de base. Elle n'en a jamais eu dans sa vie. Jamais.
Et en fait, honnêtement, c'est une catastrophe de voir tout ce qui se passe en post-opératoire où les gens ne gèrent pas. Avant, ce que je vous ai expliqué, c'est comment gérer avant la chirurgie, pour que la vie après soit la plus belle possible. Alors, en France, et je suis très contente d'y participer, en France, ça fait 3 ans maintenant que l'étude EPI pour épidémiologie, hypo pour hypoparathyroïdie, a été créée par des endocrinologues spécialisés en atteinte rénale avec toute l'équipe de Necker Enfants Malades. Et on a déjà, le 16 septembre, je suis allée voir le nombre de patients. Moi, j'en ai inclus 7, j'en ai encore plus, mais c'est pas grave, mais j'ai pas tout le temps de tout faire. On a déjà 941 patients qui ont été inclus dans les hypoparathyroïdies françaises, par des gens de bonne volonté qui sont d'accord pour qu'on apprenne qui, pourquoi, comment faire pour qu'ils aillent mieux. Et je rejoins les 3 questions avant de Maxime. Qui, comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait? Ok? Alors regardez, la chirurgie est la source de 70% des hypoparas. Alors qui va m'aider et me dire quelle chirurgie? Mais quoi, thyroïdienne? Totale, partielle, quoi? Tout est possible. Tout est possible. À partir du moment où vous savez que le chirurgien, dès qu'il doit opérer le cou, il doit clamper pour que ça ne saigne pas et qu'il voit. Vous pouvez avoir une hypopara réactionnelle, puisque c'est nourri par imbibition, d'accord? Des parathyroïdes pendant les 6 mois du geste en post-opératoire. Pour la chirurgie parathyroïdienne, thyroïdienne partielle ou totale et ORL. D'accord? Il faut que ce soit clair pour vous. N'importe quoi qui ouvre le clapet là. D'accord? Pour que ça ne saigne pas, il faut clamper. En tout cas, ce qui est sûr, il ne faut pas être trop pressé pour faire des bêtises. Ce qu'il faut quand même dire aux patients, c'est que le pire, c'est les gestes thyroïdiens. Mais même partiels, à cause de ce que je vous ai dit. En gros, dans les 6 mois après, on récupère. Mais 1 an et demi après, ce qu'on n'a pas récupéré, on récupérera plus jamais. Et après, c'est plus la peine de doser. Moi, la patiente, là, elle avait des biologies toutes les 15 jours. Stressée, dès qu'elle se sentait pas bien, qu'elle n'avait pas dormi, tout, hop, elle se faisait doser. Et si c'était anormal, pof, elle reprenait, en plus du calcium, elle augmentait son alpha et n'importe quoi. Donc, pensez-y bien, posez toujours les questions aux patients. Et puis après, il y a d'autres raisons. La radiothérapie, pour tous les cancers ORL, auto-immune, alors nous, en France, on n'a qu'un laboratoire à Lyon qui est capable de doser les anticorps anti-parathormones, anticellules parathyroïdiennes. Infiltratif pour différentes maladies, y compris des cancers. Après, il y a des causes inconnues, et puis il y a les causes génétiques. Mais regardez le fonds de commerce qu'il faut connaître par cœur, et puis savoir dire aux patients, je sais pourquoi ça ne va pas, on vous surveille, on vous donne le mieux et on va voir comment on va faire après. D'accord? Alors elle, la patiente, elle veut que sa calcémie soit normale. Qui est d'accord? Dans les hypoparas, qu'est-ce que vous visez? Vous visez rien? Vous êtes en hypo, on peut arrêter, moi ça ne me dérange pas. Non mais elle doit être comment la calcémie? Jamais normale. Il ne faut pas qu'elle soit normale. Soit il faut qu'elle soit normale basse, soit entre le niveau normal bas et 2 millimoles par litre. Donc 2 fois 25, voyez ce que ça vous fait. Il faut fois 40, pardon, excusez-moi, fois 40. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse ça. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir des néphrocalcinoses et différentes anomalies, puisque les autres fonctions de la parathormone ne seront pas là, ne seront plus jamais là. D'accord? Donc elle était trop marrante.
elle mangeait rien, elle faisait, à part des comprimés de calcium, et puis jamais on l'avait supplémentée en native naturelle, et je vous raconte pas, elle est venue avec un sac de Auchan, hein, avec son bilan biologique, j'ai cru que j'allais mourir étouffée, hein. C'était pas possible. Donc ça c'est non. Donc qu'est-ce que vous allez lui prescrire ? Bon, vitamine D naturelle, comment ? Que des gouttes, hein. Rien d'autre que des gouttes, hein, vous penserez à moi, d'accord ? Et de la D3, hein, jamais de D2, hein. Que de la D3, ok ? Faut que, soit le gras de l'agneau, hein, soit le gras de la laine autour des agneaux et des moutons qui s'appelle la lanoline. Il y a des labos qui disent que c'est vegan. Enfin, vegan, ils sont nouilles, hein. C'est animal, hein, c'est nous, hein. C'est nous, c'est notre corps. Hein. Ou alors l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan. Après, ça dépend des sources. Hein. Moi, je préfère les gouttes et les seules gouttes disponibles. Intéressantes, c'est de la D3 qui a la meilleure efficacité, ça tient plus longtemps. Et l'action de stabilisation des fonctions cellulaires et de la parathormone est meilleure. Donc, vous m'avez dit vitamine D naturelle en gouttes. Qu'est-ce que vous me dites encore ? Ouais. Donc je l'ai bichonnée là et je surveille ce qu'elle mange comme fromage et tout. Hein. Alors les chèvres, il n'y a pas de chance. Hein. C'est vachement bon. Hein. Mais c'est très pauvre en calcium le chèvre. Hein. Mais brebis, ce qu'elle veut. Et puis quoi encore ? Et c'est fini pour les comprimés de calcium. Hein. Ou alors très peu. Pourquoi ? Parce qu'elle a des lithiases. Je ne peux pas me permettre de lui donner parce que ça va l'aggraver. Et je baisse le 1-alpha, elle n'a pas besoin d'autant. Alors regardez ce qu'il faut faire. Si vous voulez retenir quelques petites choses pour les hypoparas, que vous aurez. Hein. D'abord, vous arrêtez de doser la parathormone. C'est fini. C'est pas la peine de dépenser les sous de la Sécu. Ok. Ensuite, jamais de calcémie normale. Vous visez en millimol entre 2 et 2,20, 25. Les complications de l'hypopara, le danger, c'est ça, hein, notamment les calcifications intracrâniennes, hein, des noyaux gris centraux, avec un peu plus de syndrome parkinsonien, mais vous avez aussi 50% de cataracte, hein, parce que l'équilibre tissulaire, il va pas être correct hein, pour les calcémies et tout, et donc l'os, le squelette, mais les tissus mous aussi vont commencer à souffrir. Et puis bien sûr, regardez, lithiase rénale et insuffisance rénale, notamment par néphrocalcinose et les conséquences des lithiases rénales. Hein. Là, je parle sous l'autorité de notre collègue. Donc, x 4,8. Donc, vous voyez, il faut se mettre dans les belles conditions techniques. L'autre chose aussi, vous vous rappelez de ça dans Cyto, le T-score, il est à 2,8. C'est un os qui est... il est amorti, il bouge plus. Il ne faut jamais donner d'antirésorbeur. Faut pas, parce que vous vous lancez dans des complications. Déjà, l'os, il est ralenti. Il se minéralise en profondeur avec une réaction tissulaire mécanique qui n'est pas pareille quand même. C'est un os qui n'aura pas la même résistance, mais il sera toujours plus résistant qu'une vraie ostéoporose. Hein, d'accord ? Donc, il faut s'en souvenir parce qu'il ne faut pas donner n'importe quoi. Et vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas s'amuser, quoi que les laboratoires vous disent, à donner des produits puissants. Parce que là, vous allez vous retrouver dans une gestion impossible du physique du patient. Et ces calcémies et tout, ça va être une catastrophe. Parce que je vous rappelle, hein, c'est l'os qui fait que votre calcémie est stabilisée via la parathormone. C'est votre os, si vous le bloquez, vous allez vous retrouver dans des ennuis. Donc elle avait une hypopara post-chir ingérable. Alors c'était son petit caractère qui était ingérable. Alors j'étais trop contente parce que je l'ai revue en consultation. Et là, elle était toute gentille. Elle m'a dit, oh, je suis désolée, hein, j'étais énervée la dernière fois. Je dis, ben ouais, j'ai bien senti, hein, moi j'ai eu du mal. Hein. Après, c'est comme l'odeur des oignons frits. Hein. Une fois qu'on a une patiente comme ça, il faut changer de vêtements le soir à la maison pour se sentir mieux. Hein. On s'en sort pas sinon. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que je vous dis. J'ai baissé les doses, c'est plus du 1 gamma, j'ai fait du 0,5. Du Zimadé en gouttes. Une goutte vous fait monter, si vous n'êtes pas obèse, de 3 nanogrammes par ml. Hein.
Donc j'ai calculé avec les chiffres qu'elle avait pour qu'on arrive à des taux suffisants. Je vais donner du magnésium. Vous vous rappelez notre copain magnésium? Le tout petit rikiki de parathormone qui lui reste, qui n'est plus dosable avec les techniques du labo, et l'action des autres enzymes va être essentielle. Donc là, moi, à midi, elle a du magnésium, et dans les apports calciques, j'essaye à fond de lui faire, pour le reste des repas, des apports calciques alimentaires. Je lui ai aussi demandé d'être gentille avec son organisme avant de se coucher. Donc bon, j'ai pas d'option dans un fabricant, hein. Elle peut se faire du yaourt avec fait maison, hein. Mais sinon, le nature c'est le mieux, du Danone, du ce que vous voulez, hein. Mais il faut que ce soit le nature sans sucre avant de se coucher. Je vous rappelle que tous les sucres rapides, l'os n'aime pas. Votre cellulite non plus, hein. Mais l'os il aime pas. Donc la cellulite c'est pas mon problème, mais l'os ça m'intéresse. Alors regardez comme elle est jolie. C'est pas joli ça? Ça c'était il y a 15 jours. Regardez. Au moins, je lui ai dit, alors je ne vais pas encore baisser plus son alpha, je vais peut-être le faire, hein, mais elle est tellement stressée du cerveau que je préfère l'amener progressivement à avoir un confort de qualité de vie et cognitif et lui dire, on va encore baisser un petit chouïa, hein? Faut mieux que je l'apprivoise, hein? C'est comme dans le couple, hein, ou les enfants, hein, faut apprivoiser petit à petit, hein. Donc voilà, la magnésiémie, elle est normale basse, regardez comme c'est joli sa calciurie maintenant. Et sa 25 OH, elle est à 33. Donc là, je lui ai demandé d'augmenter. On est passé à 12 gouttes jour. Puisque je veux qu'elle soit chouïa au-dessus. D'accord? Donc pensez-y, des hypoparas, il y en a des tonnes avec des gens qui ne vont pas bien. Leur vie quotidienne, musculaire et le reste, ne va pas bien. Il faut les aider. D'accord? Et avant, il faut surtout les envoyer au bon chirurgien. Hein. Alors je ne connais pas votre écologie, mais moi je connais la mienne chez moi. Hein. Il y a des gens, je leur demanderai jamais de me toucher le cou, ni rien d'ailleurs. Hein. Rien. Alors je vous recommande, c'est trop joli, cet article, il est trop beau. C'est les recommandations internationales et canadiennes, et qui vous disent, regardez, ça c'est pour le coût financier au laboratoire, regardez ce qu'on doit contrôler. Vous voyez bien que la PTH, elle n'est plus pas là. Hein. Ça c'est ce qu'on doit faire. Quand on sait que quelqu'un a un hypopara, quand on est 1 an et demi après la chire et qu'on sait qu'on va pas aller, ou après ce qui est arrivé, et qu'on sait qu'on ne pourra pas aller plus loin, eh bien tout ce que vous contrôlez, c'est tous les 6 mois ça, juste une calcémie avec l'albuminémie, le phosphate, le magnésium, la 25OH, vitamine D. Parce qu'il faut que vous soyez joli. D'accord? Et la calciurie des 24 heures et la créatinémie, c'est 1 fois par an. Pour bien surveiller qu'il n'y ait pas d'effet indésirable. D'accord? Alors, il y a une grande offensive marketing au niveau international aux États-Unis pour le NAT-PARA, qui est de l'hormone recombinante parathyroïdienne, qui est vraiment très intéressante pour les gens catastrophiques. Catastrophiques. Hein. En Europe, il y a eu une autorisation. En France, le comité de transparence a dit que c'était intéressant, mais pour l'instant, ce n'est pas remboursé. Donc, bon. Moi, je triche. Quand une hypopara grave va pas bien et que, notamment, elle a fait une fissure osseuse, je lui fais 3 mois de parathormone recombinante, donnée à type tériparatide, hein, juste pour qu'elle cicatrise cette fissure qui, avec cet os amorti qui bouge plus, ne peut pas cicatriser. Et voilà, je triche à la sécu, on dit, il n'y a pas de fracture vertébrale, je m'en fous, d'accord? Ils ont qu'à venir me voir et on discutera. Mais je déclare pas, hein? Donc voilà, c'était juste pour vous dire, je pense que c'est quand même très important. Mais le mieux, c'est un bon chirurgien et qu'avant, le patient a été bien géré. Alors, si on décide de ne pas opérer, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qu'on a dit avant, regardez. Tout ce qu'on a dit. On contrôle 1 fois par an seulement, pas tous les 6 mois. La densito, c'est tous les 2 ans, surtout en faisant bien le poignet. Et ce qui compte, c'est le tiers, parce que c'est la corticale qui va être intéressante. La créate, c'est tous les ans. Alors regardez, ça c'est un très joli travail de l'équipe de Bilézikian qui montre des gens qui n'ont pas été opérés. Regardez, en gros,
ça va être stable pendant un moment si vous vous mettez dans les bonnes conditions d'une bonne vitamine D, de bons apports calciques alimentaires et tout, puis au bout d'un moment, ça va déraper. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez que si vous êtes à un seuil de calcémie où vous n'intervenez pas, vous avez du temps pour que le patient, vous le suiviez et vous ne l'opériez que quand c'est vraiment nécessaire. Il y a de la marge, vous voyez, c'est pas pressé. Et parfois, nous, on a des chirurgiens, ils opèrent, mais plus rapide que votre ongle. Vous voyez, c'est Lucky Luke, hein. Ils tirent la balle comme ça. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre ça. Hein. Et ça, c'est pour vous montrer les données densitométriques. Hein. Et c'est le radius qui est le plus intéressant. Et vous voyez bien, c'est à la 9e année, bouf, que ça dérape. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ben, on fait en gros ce qu'on a fait avant. Je vous ai un peu expliqué avec l'hypopara ce qu'on fait dans ces cas-là. Vous voyez, le calcium, jamais de comprimé. La vitamine D, toujours en gouttes. Ça, c'est les recommandations internationales que les gens ne lisent pas en détail. Ils regardent le résumé. Or, dans le texte, on vous dit bien, plus si besoin. Le but, c'est de dépasser, d'être sûr qu'on est au-dessus de 25 nanogrammes par ml de 25OH, vitamine D. Et voilà. Donc, vous calculez, et puis vous donnez, et puis vous vérifiez. Moi, il y a des patients, je leur recommande de quand même pas aller en vacances, je sais pas, moi, en Afrique du Sud ou dans un pays où il fait très chaud. Parce que si vous êtes déshydraté, vous allez faire des ennuis avec des augmentations brutales d'hypercalcémie, avec après une déshydratation extracellulaire et tout, une auto-aggravation. Et vous allez vous retrouver dans un pays étranger sans avoir forcément payé pour le rapatriement. Et c'est les boules. Hein. J'ai une patiente, elle a fait ça. Hein. Donc, faut pas faire ça. Hein. Je leur demande de bien faire attention, de ne pas aller en zone trop chaude et de ne pas faire n'importe quoi, de se sentir mieux. Et voilà. Et là, bien sûr, là, je ne vais pas donner de l'eau calcique. Hein. Mais il faut que mon magnésium il soit normal aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on fait autre chose? Moi, je ne vois pas. Est-ce que vous voudriez faire autre chose? Parler gentiment au patient, lui dire de revenir vous voir s'il y a le moindre problème et de ne pas aller voir n'importe qui. Voilà, en gros, c'est ça que je ferais. Hein. Alors maintenant, je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un jeune homme. C'est le 4e cas. Vous résistez là encore? Ah, bon, allez. Alors, là, c'est un copain chirurgien qui m'a appelé en mars. Avec ce copain chirurgien dentaire, on s'occupe de dysplasie fibreuse, de fibromes, des maxillaires et tout ça. Il m'appelle, il me dit « Hé, Rosemary, tu sais, je suis en train de voir un jeune homme de 19 ans, il était en prépa, il préparait les concours, hein, c'était en mars, hein, il préparait les concours. C'est un jeune homme qui avait juste une augmentation de volume de la mâchoire et il venait le voir parce que c'est un très bon chirurgien, il est MCUPH à la fac de Strasbourg et il voulait voir comment on pouvait le rendre plus joli. Et ça, c'est son scanner, d'accord? Vous voyez un peu comment c'est. Alors moi, je ne l'ai pas vu ce scanner, j'ai même pas vu la radio. Au téléphone, il me dit « Oui, tu sais, il a, tu vois, une grosse structure lithique, un peu hétérogène, avec des corticales qui sont respectées. Je me demande si c'est une dysplasie fibreuse. Il a pas mal du tout, il n'a aucun autre symptôme. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que vous feriez, vous? À quoi vous pensez? Alors, donc, tumeur brune, merci. Il y a un truc quand même qui ne va pas. Les tumeurs brunes, c'est quand même assez rare qu'il y ait aucun symptôme. Hein. Pas de douleur et rien. Hein. Quand c'est des volumineuses comme ça, qui en a vu des grosses tumeurs brunes, du truc de géant, quoi. Honnêtement, quand les dents, elles commencent à se déstabiliser, franchement, ça fait mal. Hein. Et il y a des micro-fissures. Hein. Qui pense à autre chose? Est-ce que ça peut être une dysplasie fibreuse? Asymptomatique, moi j'en connais pas, hein. Volumineuse comme ça, j'en connais pas, hein. Et puis il n'y a pas l'aspect en verre dépoli, tout ça, mais on peut aussi avoir des allures uniquement kystiques, hétérogènes, hein, c'est possible. Donc moi pardon. Pourquoi pas, hein. Donc moi au téléphone je lui dis, écoute, tu lui fais en urgence, tu demandes qu'on m'envoie la copie, je leur donne mon numéro de fax, je veux le voir, vite, mais avec une calcémie, une phosphatémie, une albumine, une PTH et une 25OH. Mais je lui ai dit, il est asymptomatique,
ça va pas. Alors qu'est-ce que... Vous auriez fait autre chose ou comment vous auriez fait? Eh ben, à combien elle était sa calcémie, le chouchou? Asymptomatique, hein? Énorme, plus cher encore, plus cher. Il était à 3,27 millimoles, une PTH à 800 picogrammes par ml, des CTX explosés, une phosphatase alcaline osseuse, mais fois combien? Fois 4, avec un Z-score catastrophique, ça c'est sa scintille. Et on a fait une biopsie pour être sûr, et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait de toute urgence? La scintille, elle est là, mais pour moi, c'était pas ça qui était urgent. Dès que j'ai vu la calcémie, bah bien sûr, on l'a pris en charge. Le but, c'était de réhydrater, tout vérifier, sa fonction rénale, faire l'écho rénal, être sûr qu'il n'y avait pas autre chose. Mais quelle est l'urgence absolue? Le test génétique. Le test génétique. Pourquoi? Déjà, avant 50 ans, par principe, hein, vous devez éliminer la génétique. Hein. Et puis, il y a une forme qui est très dangereuse, qui est l'hyperpara primitive génétique associée à une tumeur de la mandibule. Je n'en avais jamais vu, il y en a moins de 500 cas dans le monde. Et c'est très important. Personne ne doit opérer cette personne tant qu'on n'a pas le test génétique. Pourquoi? Vous connaissez ce syndrome ou pas? Parce que c'est une mutation activatrice avec, dans 20% des cas, un cancer de la parathyroïde. Et dans ce cas-là, c'est thyroïdectomie en bloc avec tous les ganglions, avec une mortalité qui est augmentée. Donc, quand j'ai eu la biologie, je l'ai rapatrié. Il est resté chez nous. Donc j'ai appelé tout de suite à Paris, à Cochin, pour avoir en urgence le test génétique. Ça s'appelle le CDC 73. Et quand j'ai eu le test génétique, j'ai autorisé le chirurgien à intervenir. D'accord? Mais ce que je voulais exprimer là, c'est un cas rare, mais c'est juste pour vous exprimer deux choses. Un, c'est qu'une hypercalcémie, quand elle s'est installée progressivement, elle peut être totalement asymptomatique. Et ce qui va l'aggraver, c'est s'il avait été déshydraté pendant ses examens en buvant pas assez, il aurait eu des ennuis. C'est la cata. Et la deuxième chose, c'est avant 50 ans, de principe, vous êtes obligé, c'est la loi, enfin c'est les recommandations internationales de faire les tests génétiques. Donc, je vous l'ai un peu mis là, c'est ici. Alors soyez cool, hein, cool. Dans 98% des cas, ce ne sera pas ça. Vous voyez, dans 98% des cas, vous êtes dans une hyperpara-primitive avec l'énorme majorité, ça va être les gens de plus de 50 ans. Et moi, actuellement, j'ai beaucoup de jeunes femmes véganes, hein, j'en ai une, elle a cassé ses 2 fémurs, hein, 32 ans, hein, en pensant qu'en mangeant vegan, on va se faire un squelette. Mais est-ce que vous allez habiter dans une maison où les briques, c'est avec des briques homéopathiques, quoi? Vous allez vous asseoir sur un tabouret où c'est homéopathique? Ah, mais à un moment, il faut que les gens, ils arrêtent de déconner quand même. Hein. Le corps, il y a de la matière, hein, on est robuste, on est des animaux, on est plein de chimie. Toute la planète est de la chimie, nous aussi. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc pour vous dire que ça peut arriver aussi de l'hyperpara-primitive standard, avant 50 ans, juste parce qu'on n'est pas gentil avec son organisme. Hein. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Je vous recommande. Ça, c'est une image que m'a donnée mon amie Catherine Cormier, qui pour moi est la papesse de l'hyperpara-primitive. C'est une femme merveilleuse, hein, d'une gentillesse en plus extraordinaire. Et elle vient d'écrire un article dans JBJS en anglais, mais aussi la revue du rhumatisme en français, qui est remarquable sur les hypercalcémies génétiques. Et quand on est rhumatologue, on ne peut pas ignorer ça. C'est impossible. Je vous laisserai lire tout ça en détail. C'est vraiment intéressant. Et vous voyez, mon petit jeune là, il est là. C'est lui. Et c'est ça. C'est la parafibromine
qui a des fonctions cellulaires très importantes et qui fait que du coup, vous voyez, vous allez avoir, s'il y a une mutation qui va faire qu'il y a une hyperactivité cellulaire à différents endroits. Et regardez, hein. Donc ça, c'est lui, mais il y en a d'autres. Dans 20% des cas, c'est un carcinome parathyroïdien avec des métastases pulmonaires. Vous pouvez aussi faire des cancers de la thyroïde. Et c'est familial. Donc j'attends les résultats génétiques de ses parents. Il est enfant unique de ces deux parents-là. Donc j'ai fait venir les deux parents. Le père a une hypercalcémie discrète. Et maintenant j'attends. Parce que le père, il a aussi le risque de carcinome. Il y a des mutations de novo. Et les cancers parathyroïdiens, dans un tiers des cas, c'est ça, c'est juste CDC73. Et donc c'est très important de faire le point. Alors, c'est un cas rare peut-être, mais ça vaut la peine. Moi, on l'a surveillé, je lui ai mis une chambre tout seul pour qu'il puisse réviser ses examens, dans une chambre seule, avec ses ordinateurs, et pour passer ses concours, hein, il a été admis au concours, il est dans une grande école maintenant. Mais dans les 15 jours avant que j'ai les résultats, avant de le faire opérer, il était là. Après, il a fait un syndrome de l'ossavis de la mort. Mais bon, maintenant, il va bien, il est à la maison. Donc voilà. Lui, on lui a fait, comme on savait que c'était ça, on lui a fait en extemporané, on lui a enlevé toute cette parathyroïde inférieure droite, tous les ganglions autour, et comme les ganglions étaient négatifs, tous, et que ce que le chirurgien avait enlevé, il n'y avait aucune extension au-delà de la parathyroïde, et en IRM non plus, eh ben on a juste fait ça. Et maintenant, il faut le surveiller tous les 6 mois. Vous voyez? Donc c'est juste pour vous parler des mutations. Donc là, ça c'est les carcinomes parathyroïdiens. C'est toujours des gens de moins de 50 ans. Peut-être pas pour son papa, on verra bien. Hein. Dans un tiers des cas, c'est le CDC73. Et voilà. Donc pensez-y. C'est 2% des hyperparas. Mais il faut le savoir, il faut juste y penser. Et il y a des très bons labos qui font ça. Hein. Et j'ai pas pu m'empêcher, ça me fait plaisir à moi, de vous parler d'une jeune femme. C'est le dernier cas. J'ai pas fini mon heure et demie. Hein. Vous m'autorisez? Ah, merci. Non, parce que on n'a parlé que des femmes après la ménopause. Mais je vous rappelle hein, qu'une femme enceinte, son enfant, il lui vole 20% de son squelette. Hein. Donc il faut être dans les bonnes conditions techniques quand on décide d'être enceinte. Hein. Et puis, il ne faut pas allaiter hein, si on est fragile. Hein. Ou alors, pas dépasser les 2 mois. Si on est vraiment fragile, il ne faut pas allaiter du tout. Hein. Mais du tout. Si, juste un petit schlouk là. Comme ça, votre sein, il devient adulte. Ça diminue le cancer du sein. Hein. Parce que le sein est devenu adulte avec le premier allaitement. Et c'est cool. Mais c'est tout. Alors cette femme-là, c'est une collègue qui me l'a adressée. Trop marrante. C'est une patiente italienne. Elle est mariée à un très 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 haut fonctionnaire européen. Et elle vivait en Suisse jusqu'à ce qu'elle déménage et qu'elle vienne habiter à Strasbourg avec son mari. Et elle, ma copine, me l'adresse en me disant « Écoute, Rosemary, tu veux pas lui commencer le tériparatide? Pour moi, c'est une ostéoporose gravidique. » Alors c'est vrai, hein, elle a eu 4 enfants, tous elle les a allaités entre 1 an et 18 mois au minimum. Vous voyez, c'est l'usine, hein. Non mais c'est très bien, hein, franchement. L'enfant il est heureux, la relation mère-enfant elle est merveilleuse, ils sont moins angoissés, c'est cool. Bon, c'est le mari peut-être qui est pas content, hein, parce qu'il manque un peu sa femme. Hein. Bon, alors cette femme quand on l'interroge, franchement, elle a des dents. Si seulement j'avais ses dents, trop belles, hein. Des yeux pas bleus. Et puis elle a cassé pendant l'enfance. Elle a eu ses règles à 13 ans, donc tout ça je vous ai dit. Tous ses enfants n'ont jamais rien cassé. Sa grand-mère paternelle, bon, sa mère, rien de spécial. Et sa grand-mère paternelle, un protocole à 60 ans. Sa grand-mère maternelle, une rotule à 40 ans. Voilà. Alors, elle fait sa première grossesse. Hein, donc moi je la vois, l'enfant le plus âgé à 14 ans. Et au moment de sa première grossesse, elle a mal au dos. Elle a mal au dos. Mais elle se dit, oh, c'est dur hein, quand même. Bon, beaucoup ont des enfants là. Franchement, être mère, c'est la fatigue en abonnement pour plusieurs mois. Hein, d'accord?
Et on se dit, la vie est trop dure, c'est compliqué. Hein. Bref. Alors elle s'est dit, c'était ça, elle n'a pas fait de radio. Et puis ça a continué. Et 11 ans plus tard, elle en avait déjà combien? On revient en arrière, je ne me rappelle plus. 11 ans plus tard, elle en avait déjà 3. Moi, quand je la vois, ouais, il y avait le 4e qui venait de naître. Tout juste qui venait de naître. Hein. Là, c'est quand je l'ai vue la toute première fois. Hein. Ouais. Et donc, là, elle n'avait pas encore le 4e. Elle était à Lausanne. Et à Lausanne, ils ont vu déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 fractures vertébrales. Alors déjà, je suis énervée avec les gens de Lausanne. Il y a un truc là qu'a dit avant Maxime. Il est interdit, hein, quand on s'intéresse à l'os, de ne pas dire quoi par rapport à ces tassements. D'abord, il faut dire que c'est fracture, mais il y a autre chose qu'on doit dire. Le grade de gênante. C'est obligatoire en France pour les radiologues depuis 2009, mais ils ne le font pas. Or, entre un grade 3 et un grade 1, c'est mortalité x 4. Donc c'est dangereux, hein. C'est dommage qu'ils aient pas dit. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait? La densito, oh, ben ça c'est catastrophique, hein. Et un gros bilan. Donc elle est carencée en vitamine D, lui on a donné un chouïa. La ration calcique alimentaire, elle n'a jamais rien mangé parce qu'elle est un peu végane et qu'elle pense que bon, faut pas prendre tout ça et tout, et que le lait c'est pour les veaux, hein. Vous connaissez le discours. Et voilà. Et donc on lui a dit, oh, bah, c'est peut-être un Scheuermann. On s'est demandé s'il faut faire une biopsie osseuse, ils l'ont pas fait finalement, et ils l'ont surveillé. Et 2 ans plus tard, je vous rappelle, hein, vous perdez 20% après une grossesse. Vous récupérez, en gros, dans les 2 ans qui suivent, si vous êtes dans les bonnes conditions techniques. Hein. Et elle, on lui a donné un peu de vitamine D, on lui a dit mangez mieux, et c'est tout. Et elle s'est un peu améliorée. Et là, à Lausanne, on lui a dit, bah écoutez, vous pourriez prendre un peu d'ibandronate. Donc vous pensez quoi de cette femme? C'est quoi pour vous cette femme? Ben là, dans le bilan, il n'y en a pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est une ostéoporose gravidique? Qui veut me parler d'ostéoporose gravidique? C'est quand les fractures de l'ostéoporose gravidique? Moi, j'ai déjà vu des fractures du col, des côtes, des vertèbres. J'ai une jeune infirmière, elle a cassé 4 vertèbres avec des jumeaux. Hein. Donc, c'est important de bien se souvenir. Les publications, qu'est-ce qui est publié? D'abord, c'est en fin de grossesse ou en postpartum précoce. C'est vertébral, mais tout est possible. Hein. Et il y a de rares récidives. C'est souvent la première grossesse. Et souvent, on ne récidive pas. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut aller jusqu'à 20% de perte rien qu'avec la grossesse. Et l'allaitement, hop, c'est un coup en plus. Ok? C'est pour ça d'ailleurs que les Lobstein, pas d'allaitement. Hein? Ok, on peut bien être enceinte, mais pas d'allaitement. Hein? Et voilà. Et ça, c'est super bien étudié. Hein? Vous pouvez perdre pendant l'allaitement jusqu'à 400 mg de calcium par jour. Donc, faut s'en méfier. En tout cas, dès l'instant où vous êtes sevré, vous avez 2 ans pour récupérer. Et au bout des 2 ans, si vous êtes dans les bonnes conditions techniques, vous n'irez pas plus loin. Donc, elle, vous en pensez quoi? Regardez. Elle a perdu 8 cm. Elle n'a pas de surdité, pas de sclérotique bleutée. Elle n'a pas de problème dentaire. Elle n'a aucun antécédent familial. Il n'y a pas de fracture chez les 4 enfants. Et elle n'a pas arrêté de casser. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ah, sûr. Ah ben merci, c'est trop gentil. Je suis ravie, j'ai bien fait de venir. On est bien accompagnés. C'est pas possible. On ne peut pas tout mettre sur le truc du gravidique. Ce n'est pas possible. Il y a forcément autre chose. Et effectivement. Donc, pour moi, elle a une maladie osseuse constitutionnelle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ma copine. Je lui ai dit, écoute, Anne-Sophie, je suis désolée. Je ne commence pas le traitement. Parce que je ne sais pas si c'est le plus adapté.
on va faire l'enquête génétique dans 2 mois, je vais te dire où on est et je vais te dire ce qu'on va faire. Et donc, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'elle a révélé sa fragilité intrinsèque en faisant « je déteste la planète et je mange n'importe quoi, je m'occupe pas de ma vitamine D, de ma vie. » Non mais si, rigolez pas. Franchement, mais moi j'ai des gens qui me disent « est-ce que je peux avoir du calcium vegan ?» Non mais ça va pas. Tout le calcium de la planète, il vient du sol. C'est forcément vegan. Que ce soit chez la vache, chez nous, dans les herbes, dans l'eau, tout vient de la terre. Donc c'est forcément vegan. Et donc là, c'est le fait d'avoir fait tout ça qui fait que ça a révélé sa fragilité. Et effectivement, c'est un polymorphisme à l'RP5. Donc, un freinage de la fabrication osseuse, un freinage ostéoblastique. Donc, je lui ai commencé le tériparatide. Elle avait raison, ma collègue, mais la question c'est après, qu'est-ce que je fais? Pour stabiliser le gain avec le tériparatide, je ne vais donner qu'un antirésorbeur le plus gentil et le plus petit possible. Surtout pas de produit puissant, puisqu'elle est freinée dans la fabrication, vous voyez? Donc, elle a vie 0 antirésorbeur puissant. Que ce soit un bisphosphonate intraveineux, que ce soit un anticorps anti-rancligant sous-cutané. Hors de question. Enfin, ça c'est mon avis que je partage, mais vous êtes d'accord ou pas d'accord? Donc c'est juste pour vous dire, faut se méfier de l'arbre qui cache la forêt. C'est trop facile. Moi j'ai des généralistes qui me disent, mais Madame Javier, cette femme elle est ménopausée, c'est la vie. Je dis d'accord, mais les hommes, on revient à la prostate, hein. Lui, il se soucie des prostates des hommes. Pourquoi il ne se soucie pas de l'os des femmes? C'est une femme sur 2 quand même, hein. Ok? Et puis, c'est pas parce qu'on a donné à son enfant que tout est expliqué par ça. Et il faut toujours revenir aux publications. Revenir à la science. À la science et au fondamental. Et à partir de là, on avance, on aide nos patients, et le travail qu'on fait, il vaut la peine et ça a du sens. Donc j'ai fini. Et regardez, elle, je lui ai donné ça et tout, et maintenant je lui ai fait un relais par isédronate pour 2 ans. Et elle a un vrai gain densitométrique. Donc voilà, c'est mes 2 dernières diapos de conclusion. Et au congrès, là, il y a eu des tas de publications sur les gènes, les choses, elles avancent. Mais nous, dans notre pratique quotidienne, il y a quelque chose qui est basique et qui est souvent traité avec une relative désinvolture, c'est les hyperparas. Donc, souvenez-vous, 1, c'est beaucoup pour les jeunes, mais toujours des dosages combinés répétés. Ça peut paraître simple quand c'est comme ça, mais interdit de faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas vérifié ça. Et n'oubliez pas, la chirurgie est parfois très délicate et le retour en arrière ne sera pas possible. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Et pour finir totalement, c'est trop joli la vitamine D, quoi. Basique, la basique. C'est naturel, d'accord? Et il faut toujours se laisser du temps. Et il faut toujours corriger les carences. Quand on est dans ces cas-là, avec des gouttes, chez les autres patients, avec des micro-ampoules, ça c'est dans l'article de la revue du rhumatisme de Souberbiel, hein, que je vous enverrai si ça vous intéresse. Mais n'oubliez pas, ça va être essentiel pour tout. Si on verrouille pas ça, on ne rend pas service aux patients. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est fini.